Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Watt FM et True TV. Et c'est l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui s'invite sur la table des juges aujourd'hui, 35 ans après son assassinat et au moment où le flambeau de sa vision et de son action est transmise à la jeunesse. Nous en parlons avec Pierre Ouedraogo, il est président du comité international mémorial Thomas Sankara. Bonjour colonel Pierre Ouedraogo, merci d'avoir honoré notre convocation. Bonjour et merci de l'invitation et de l'intérêt pour le président Thomas Sankara. Vous êtes colonel à la retraite, mais je précise que vous étiez capitaine en 1987, au moment où le capitaine lui aussi, Thomas Sankara, a été assassiné, que vous avez occupé auparavant les fonctions de secrétaire général des comités de défense de la Révolution au CDR. En face de vous, eh bien, deux des juges de ce tribunal pour décrypter cette actualité liée au 35e anniversaire de la tragique disparition de Thomas Sankara. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Bougouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour juge Vara, bonjour président, bonjour madame, messieurs. À nouveau bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, une audience qui s'ouvre comme d'habitude avec les avant-propos des juges. Juge Geoffroy Vara, on vous écoute pour votre avant-propos. Oui, merci Président. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le Mali. Et il y a une rencontre très intéressante qui devrait se tenir aujourd'hui, puisque le secrétaire général des Nations Unies devrait présenter son rapport sur la situation dans ce pays-là pour la période de juin à septembre, puisque la mission avait été renouvelée en juin dans des conditions et avec aussi un Mali qui avait mis sur la table aussi un certain nombre d'éléments. J'ai dit c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il y aura quand même Abdoulaye Diop qui s'occupe des affaires étrangères maliennes, qui y sera. Rappelons que le Mali avait écrit le 15 août pour dire qu'ils avaient des preuves que la France renseigne et aide les terroristes sur son sol. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, donc 2 mois, aucune opportunité n'a été donnée au Mali pour pouvoir déposer ces preuves-là sur la table à cette instance-là. Maintenant que il y a le secrétaire général qui doit faire son point et que le ministre Diop sera présent, c'est sûr que ce sera l'opportunité pour lui de mettre tout cela sur la table, parce que on se rappelle que c'est le colonel Abdoulaye Maïga lors de la dernière rencontre aux Nations Unies n'a pas été tendre avec la France. Le Premier ministre par intérim. Voilà, il y a donc un Mali qui cherchait l'opportunité pour déposer un certain nombre d'éléments qui dérangent tout le monde. Puisque même quand on regarde un pays comme la Russie, qui est un allié fort pour le Mali, il n'a pas permis une bonne suite par une pression, notamment au message et à la requête du Mali à vouloir déposer sur la table les éléments qu'il a contre la France. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas eu cette opportunité. Et je sais que, et c'est ce que je pense, le Mali à travers Abdoulaye Diop va utiliser cette opportunité-là et ça risque de déranger beaucoup. Il y aura une rencontre qui risque d'être fort explosive. Et donc on attend de voir ce que tout cela va donner. Il faut attendre de voir tout ce que cela va donner. Juge Bernard Bougouma, votre avant-propos du jour. Merci Président. Mon avant-propos, c'est politique et c'est au Burkina Faso, la famille CDP. Alors, il y a eu Congrès pour la démocratie et le progrès. Et le progrès. Donc aujourd'hui, qui tend vers une diarchie avec Idi Kombogo de notre côté et Achille Tamsoba de l'autre côté. Alors, quand on regarde hier l'ordonnance du juge qui a été rendue publique, quand on regarde, bon, on dit Achille a été condamné. Idi Kombogo a été condamné. Mais est-ce que ça fait Achille un président? Cette question, c'est là que tous les commentaires, ça va dans tous les sens. Parce que l'action, c'était pour que Achille ne se prévale pas. Bon, on dit à Idi que ça n'a pas le droit. Pas du titre de président par intérim. Voilà, donc le juge dit, bon, vous n'avez pas le droit, comment on appelle ça?
Idi a été condamné sur cette affaire, mais en même temps, qui est le président légal? Parce qu'il y a d'autres affaires judiciaires en cours par rapport au Congrès. Il y a des recours qui ont été déposés également contre le Congrès que Idi Komboigo a organisé. Donc il y a. Comme l'a dit un internaute, si ce qui se passe au CDP, on t'a expliqué et puis tu as compris, c'est qu'on n'a pas fini de t'expliquer. Parce que c'est tellement complexe que finalement, on ne comprend rien. Entre un président d'honneur qui doit valider ou qui a été mis à la touche, entre des uns et des autres qui disent qu'il n'a pas le droit, il n'est pas qualifié parce qu'il n'a pas respecté le règlement en matière de convocation d'un congrès, et d'un autre côté qui est sanctionné, et qu'on dise, bon, vous aussi qui êtes allé siéger pour sanctionner, vous n'avez pas respecté également les dispositions des textes pour prononcer la sanction à l'encontre du président Idi Komboigo. Finalement, entre le président Achille et le président Komboigo, c'est une affaire qui n'est pas simple. C'est aussi ça l'héritage du président Blaise Compaoré. C'est aussi ça les partis politiques arrimés à un homme. Quand c'est construit à la haute dimension, à la hauteur d'un homme, ça finit toujours par pas être comme ça. Espérons que les partis politiques qui sont en train de naître vont faire 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, plus de 100 ans, comme les partis démocrates et républicains aux États-Unis, comme plusieurs autres partis de par le monde. Ça, ce sont des partis qui sont construits sur des valeurs. Mais quand c'est à la dimension d'un homme, ce n'est pas aussi évident. Regardez ce qui se passe au MPP et ailleurs. Donc, vivement que ces expériences de nos aînés puissent instruire la jeune génération pour qu'elle puisse poser ses balises des partis politiques sur des valeurs qui transcendent les hommes et qui transcendent le temps. À défaut, on va toujours être dans les mêmes travers, dans les mêmes décors. Voyez-vous qu'au Burkina, il y a même des partis politiques qui sont devenus pratiquement des entreprises familiales. Il va falloir donc travailler à construire des partis politiques sur des valeurs. Vous le savez déjà, mais redisons-le quand même. Ici, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. C'est le tribunal de l'actualité, votre rendez-vous de décryptage des événements marquants d'ici et d'ailleurs sur la télévision interactive Truth TV, mais aussi en simultané sur la radio 100% urbaine. C'est la 100.7 Watt FM. Nous parlons aujourd'hui de l'assassinat de Thomas Sankara et de la transmission du flambeau de son action à la jeunesse avec Pierre Ouédraogo. Il est président du comité international Mémorial Sankara. Mais avant d'y arriver, voici la fenêtre sur les généralités. Oui, juge Vara. Oui, merci Président. Je sais que lors de la dernière célébration, vous disiez et rappeliez que le site pour le mémorial est quand même à Ouagadougou le site le plus visité, et vous demandiez aux autorités de faire ce qu'il faut pour que le projet qui avait été initié puisse maintenant aboutir et voir le jour. Aujourd'hui, on en est où et comment est-ce que l'État accompagne? Ok, merci pour cette question qui est très pertinente. Le projet du mémorial a suivi tous les changements politiques qu'il y a au Burkina Faso, mais ce dont nous nous félicitons, c'est la continuité de l'accompagnement de l'État qui est très important. Dès le départ, l'État a accédé à la demande des mouvements, des OSC et du comité international du mémorial Thomas Sankara pour attribuer le site du Conseil de l'Entente là où Thomas Sankara a perdu la vie, pour en faire un mémorial. Donc ça c'est fait. L'État a par la suite offert la statue que vous voyez et qui est maintenant devenue une des attractions principales de Ouagadougou. Il est rare que des gens arrivent à Ouaga sans passer au mémorial pour ne serait-ce que pour faire une photo. Il y avait un certain nombre de dispositions qui étaient prises pour accompagner le projet, mais qui n'ont pas pu au cours de l'année dernière être totalement opérationnalisées, et c'est ce que nous attendons maintenant de l'État, que cela puisse être fait. Il s'agit notamment de la mise en place d'une maîtrise d'ouvrage qui va permettre que les États et des entreprises qui se sont manifestées puissent avoir un cadre transparent, régulier, pour mettre
tout ce qui est nécessaire pour le faire. Le mémorial actuellement ne dispose pas de la capacité de tenir tout seul un tel projet qui est un projet national après tout. Et autour d'un projet de Thomas Sankara, il faut absolument qu'il y ait de la transparence autour. Nous ne voulons pas qu'il y ait un souci quelconque. Il y avait aussi évoqué la possibilité d'en faire un projet au niveau de la DGCOP. Tout cela pour faciliter la mobilisation internationale autour du projet. Sinon, il y a la finalisation du plan architectural qui doit être fait. Et le hasard a bien fait les choses. C'est notre compatriote Kéré qui avait été retenu à l'issue du concours avec son projet pour le mémorial avec une tour de 87 mètres qui va être vraiment l'attraction principale de Ouagadougou. Et c'est pour cela que le partenariat avec la mairie de Ouagadougou, actuellement avec la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, est très important parce que c'est quelque chose qui va faire partie de Ouagadougou entièrement. Et donc là, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir reprendre cette marche qui est certes lente, mais certaine. Au moins, il y a un lieu clair au Burkina Faso où si vous voulez rendre hommage à Thomas Sankara, vous avez de quoi faire. Donc c'est extrêmement important pour nous ça. D'accord. Oui, juge Bernard Bougman. Oui, ce que vous évoquez, ce sont des formalités administratives. La maîtrise d'ouvrage déléguée, le partenariat avec la ville de Ouagadougou, mais qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Parce que il y a un an, on parlait toujours de la mise en place de cet ouvrage délégué-là. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ou bien ça piétine? Bon, vous voyez, en novembre, décembre, avec le gouvernement de l'époque, nous avions déjà des contacts. Il y a eu même des écrits officiels au niveau du ministère de la Culture pour mettre en place la maîtrise d'ouvrage. Mais voilà, en janvier, il y a un changement. Donc, il faut reprendre langue, il faut recommencer. Et il y a aussi, n'oublions pas, la pression sécuritaire actuelle qui fait que ce n'est pas simple. On n'est pas dans des conditions normales. Par exemple, nous avons attendu quelques mois avant de relancer le président Damiba à l'époque sur cette question. Il n'a pas eu le temps de nous recevoir, il est parti. Bon, maintenant il y a le nouveau qui est venu, nous relançons la question et nous insistons parce qu'il faut arriver à poser cette base et à partir de cette base maintenant, ça devient maintenant un fonctionnement normal qui avance. Et il faut aussi que le nouveau gouvernement qui sera mis en place, qu'on puisse lui présenter le projet pour qu'il regarde ce qu'il y a exactement. Parce qu'ils ont entendu, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Quelle est son importance? Vous voyez. Et ça, c'est très important. C'est d'avoir une première phase. Et comme vous le constatez aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, donc déjà, on ne peut pas le faire. Bon, quand il y aura le gouvernement, il va avoir d'autres priorités. Et la priorité va être sur la restauration du territoire national et le rétablissement de la sécurité. Il est vrai qu'il faut faire tout en parallèle. Et nous avons apprécié en cela que le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a dit qu'il y a des urgences. Donc ça fait partie d'une des urgences parce que le fait qu'il y ait une référence pour la jeunesse, le fait que un ensemble de valeurs patriotiques peuvent être incarnées en un lieu et à travers une personne, c'est important lorsqu'on est dans un conflit de ce type parce qu'on a besoin de références. Sans référence, on ne peut pas avancer. D'accord. L'autre question, c'est lié au parrainage. Après le décès de Rawlings, finalement, c'est qui est le parrain? Actuellement, John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana. Ouais, effectivement, c'est vraiment un gros problème que nous avons aujourd'hui. Mais cette question ne peut être résolue aussi qu'avec le gouvernement. Nous avons des pistes, mais elles n'ont pas pu être concrétisées.
Il y a un certain nombre de chefs d'État qui pourraient très bien le faire, mais vous comprenez, quand on arrive au niveau État, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va aller patronner alors que le gouvernement du pays n'a pas donné sa bénédiction. Vous voyez, ça passe à un autre niveau. Et ça repose encore le problème. Sinon, il y a des pistes. Nous, on a des pistes, mais il faut agir avec elles. Vous me permettrez de ne pas le dire. Vous confirmez la piste Kagame? Non, mais parce que, vous savez, ça, ce sont des éléments dont nous devons réserver la primeur au gouvernement, parce que ça entre aussi dans le cadre de la vision de la politique nationale. Il est vrai que Kagame, bon, en tant que le seul président, enfin à ma connaissance, qui revendique d'utiliser le patrimoine Sankara pour construire son pays, certainement un candidat sur une des shortlists, mais il y en a d'autres. Vous voyez. Mais ça, c'est une décision politique pour laquelle il faut qu'on échange avec le gouvernement pour voir en fonction de leur tendance. Président, le colonel a dit que Sankara est transparent. Je ne sais pas pourquoi sur cette question vous dites que c'est... Vous voulez en parler, je ne sais pas. Non, c'est... Vous dites que la primaire revient au gouvernement. Non, c'est parce que c'est un dialogue. Voyez. Bon, nous, on ne peut pas imposer ça au gouvernement parce qu'il y a des conséquences politiques là-dessus, de le dire. Actuellement, il n'y a même pas de gouvernement. On attend. Quand on va les rencontrer, vous saurez ce qu'on a dit parce que ce sera extrêmement transparent. Et puis nous-mêmes, ça fait depuis l'année dernière qu'on avait réfléchi à ça. Cette année, les donnes ont changé. Il y a des présidents qui ne sont plus présidents, etc. Il faut qu'on refasse le point pour, en ce moment, être prêt à engager le dialogue avec le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on veut vous cacher, mais c'est une question qui doit être ouverte à nouveau. Oui. Donc une question qui doit être ouverte à nouveau. Donc vous allez présenter une short list au gouvernement et ce sera au gouvernement de décider. Ce sera une décision concertée avec le gouvernement. Une décision concertée. Parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un dialogue. Parce que l'intérêt national, c'est le gouvernement qui doit le piloter. Nous avons la mémoire de Thomas Sankara, ce qu'il faut. Il faut concerter les deux pour arriver à un accord qui met à la fois le gouvernement à l'aise. Si vous allez prendre quelqu'un qui patronne et qui, lorsqu'il arrive ici, ça embarrasse totalement le gouvernement, vous voyez, ça pose problème. Si par contre on l'a choisi et qu'il y a un autre gouvernement après qui arrive, qui a embarrassé, on gère. On ne peut pas faire autrement. Par exemple, John Jerry Rawlings, il était parfaitement accepté au Burkina, respecté. C'était une bonne chose, quel que soit le changement de gouvernement. S'il était encore avec nous, il resterait à cette position. Mais au moment de le remplacer, on a intérêt à partir sur de bonnes bases avec ceux qui représentent l'État du Burkina Faso au moment où ça se fait. On a intérêt à partir sur de bonnes bases, donc on attendra de connaître par la suite qui sera le parrain de cette belle initiative. Il s'appelait lui Thomas Isidore Noël Sankara. Il avait dit, je cite, « Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tellement d'ennemis. » Une fois qu'on l'a compris, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain. Fin de citation. Le 15 octobre 1987, ce fut une fin violente et 35 années déjà sont passées. 35 années, la tragique disparition de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons reste dans les mémoires. 35 ans, un procès et Thomas Sankara est plus vivant que jamais. Comment avez-vous vécu ce 35e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara? Ce 35e anniversaire a été vraiment très spécial pour nous parce que vous avez vu le 6 avril 2022, il y a eu l'énoncé du verdict, ce qui a été un grand jour pour l'ensemble du verdict du procès de son assassinat. Voilà, et de ses 12 compagnons. Voilà, et ça a été très important. On a fêté ça devant le mémorial parce qu'on était contents et parce que c'est quelque chose quand même qui n'arrive pas facilement dans les autres pays au monde. Arriver à ce que 35 ans après,
le président qui a été assassiné. Le jugement se fait dans le pays en question, en respectant les standards internationaux et de manière transparente. Ça, c'est une prouesse burkinabé. Et je pense que ça caractérise une fois de plus le Burkina Faso comme étant un cas particulier en Afrique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays où cela aurait pu se dérouler dans la sérénité et avec tant de professionnalisme. Donc, à la fois, il y a eu, le droit a été dit, mais il y a aussi cette fierté de savoir que ce pays-là a un certain nombre de valeurs, de rigueurs qui sont là et qui se manifestent avec ça. Il est capable de juger un ancien président. Il est capable de juger un crime qui a été commis il y a 35 ans avec vraiment la minutie qu'il faut. On a entendu des tas de commentaires avant, mais les plus de 200 journalistes accrédités qui étaient là, qui ont suivi le procès, il n'y a personne qui a dit que le procès s'est mal passé ou etc. Tout, vraiment le droit a été dit. Donc c'est une fierté pour nous, mais maintenant se pose le défi en ce moment. À partir du moment où la justice a comme bon, il est vrai qu'il y a le procès en appel, il y a le volet international, mais les assassins sont identifiés, connus et condamnés par la justice. Nous maintenant, à travers ce processus, on s'est rendu compte, même dans la salle, à l'énoncé des témoignages de ceux qui ont déjà disparu, qu'on arrive à une étape où il faut coûte que coûte transmettre à la jeunesse l'expérience qui s'est passée avant. Il y avait déjà des demandes, moi j'ai vu plusieurs fois, souvent quand il y a les événements, moi je peux rester 2 heures entouré par les jeunes qui posent des tas de questions. Donc on a essayé de structurer ça dans une démarche qui s'appelle transmettre le flambeau. Et actuellement on a une initiative pour 12 mois, chaque premier jeudi du mois. Sankara a été assassiné un jeudi. Ce n'est pas un choix fortuit. Chaque premier jeudi du mois, le prochain d'ailleurs, ce sera le 3 novembre, il y a un thème qui sera abordé. La deuxième série de découverte de la révolution démocratique et populaire a été consacrée au TPR, les tribunaux populaires de la révolution. Et on avait le ministre de la Justice, Trimpoda Raymond, sous le CNR qui était là. On avait 2 juges TPR qui étaient là. Un de vos collègues cinéastes, Rasbadé, qui était là. Beaucoup ont découvert que c'était un CDR de première heure et même juge TPR. Et vous aviez Cyprien Nanema qui était là, qui a été haut commissaire et tout ça, etc. Et beaucoup ne savent pas, par exemple, que le président Roch Marc Christian était juge TPR aussi, par exemple. Vous voyez, ce sont des gens qui sont vivants, qui ont été dedans et qui ont des réponses aux questions que se pose la jeunesse, c'est-à-dire sur les détails même. Et ce que ça m'a rappelé, ça, c'est les nombreuses soirées de veillées débat qui ont été organisées sous la Révolution. Parce que ça, c'était un rituel. Il y avait les bals populaires, mais il y avait aussi les veillées débat, la fête et puis la formation. Et chez des camarades en privé, ou lorsque nous nous déplacions dans les différentes villes, il y a les meetings dans la journée, ça c'est des monologues, mais le soir il y a le débat où n'importe quel citoyen peut poser n'importe quelle question sans être inquiété pour quoi que ce soit. Vous pouvez venir insulter la révolution, il n'y a rien. Au contraire, on vous félicite pour votre courage et tout, parce que vous êtes vraiment un camarade sincère qui est capable de venir dire exactement ce que les masses ressentent afin que nous puissions corriger ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on est là pour servir le peuple et pas pour nous servir. Et servir le peuple et pas pour vous servir. Les juges sont là, ils brûlent, ils piaffent d'impatience de vous poser des questions. Juge Vara. Oui, comme vous avez introduit la question du 35e anniversaire, on a vu la présence du nouveau chef
de l'État, ce qui est naturel parce qu'à chaque fois on est un chef d'État. Mais on a eu comme l'impression qu'il y a des espoirs nouveaux. Moi j'ai entendu Hubert Bazier qui disait il espère que le nouveau capitaine va s'abreuver à la source de la révolution. C'est des espoirs encore, bien pour vous il y a des symboles? Je pense qu'en tant que militant sankariste, on espère toujours que ce qui a été fait peut servir dans le futur. Et la symbolique qu'il y a eu au cours de cette cérémonie, qui est la première qui est organisée, il y a 2 tableaux. Il y a la transmission à des jeunes qui ont été sélectionnés au niveau des OSC et autres qui supportent la cause sankariste, qui se sont distingués pour leur militantisme, leur envie de connaître davantage pour essayer de vivre ces valeurs et de les appliquer partout où ils seront. Il y a ces 12. Et le chiffre 12 n'est pas choisi par hasard, c'est les 12 qui sont tombés à côté de Thomas Sankara. Et il y a le trophée qui a été remis au capitaine Ibrahim Traoré en tant que chef de l'État, parce qu'il est le chef de l'État. Et nous estimons que ce qui a été fait sous la Révolution comme expérience et dont d'autres peuples se servent pour pouvoir faire leur développement peut aussi servir au Burkina Faso en fonction des objectifs que chacun se fixe. Parce que un chef de l'État, il a son programme, il a tout. Il y a des éléments qu'il peut tirer de Thomas Sankara pour éclairer sa démarche. Mais ce qu'il y a de particulier avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Et il était là-bas, nous étions là-bas avec des milliers de jeunes comme lui qui ont envie de faire quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il y a cet enthousiasme. Parce que cette jeunesse-là, parce que nous-mêmes, on a pu faire la révolution parce qu'on était jeunes. Moi, j'ai été nommé secrétaire général des CDR à 28 ans. Donc, quand lui, on dit 34 ans, je trouve qu'il est vieux. Vous voyez. Donc, c'est important parce que la jeunesse est capable d'innovation. Or, si vous comprenez bien le sankarisme, dans le fond du sankarisme, c'est l'innovation. Oser inventer l'avenir. Oui, on voit une situation que tout le monde considère que on peut rien faire. Et on arrive et on essaye de transformer cette situation. Or, pour faire cela, il n'y a rien de mieux que les jeunes. Et c'est pour cela que je dis que la jeunesse est très importante. Parce que si nous n'étions pas jeunes, si j'avais l'âge que j'avais maintenant, il est peu probable que je puisse tenir autant de meetings et avec autant de vigueur et entraîner les gens vers la construction nationale, vers le développement, faire que des gens qui étaient assis, regardaient leur environnement, ne faisaient rien, et brusquement, ils ont des idées et ils commencent à vouloir modifier leur environnement, transformer leur environnement. Et cette énergie juvénile, elle est essentielle. C'est celle-là qui peut être le moteur de la nation et permettre de bouger. Et là, nous avons la chance d'avoir un président jeune à qui nous avons transmis le flambeau. Nous espérons que dans tout ce que Thomas Sankara a fait, il va prendre peut-être 10%, 20%, 30%, 40%. Bon, c'est à lui de déterminer en fonction de sa vision politique quels sont les éléments dont il a besoin pour réaliser ce qu'il veut pour le Burkina. Là, sa priorité, c'est sur le domaine sécuritaire. Il y a des initiatives, il y a des principes au niveau de la pensée de Thomas Sankara dont il peut s'inspirer, mais le faire dans le cadre du XXIe siècle. Je donne un exemple très simple. Rapidement, pour que les juges puissent interagir. Pourquoi il faut l'adaptation? Par exemple, sous la Révolution, nous avions une coopération étroite avec la Corée du Nord, coopération militaire avec. Entre-temps, les différents gouvernements du Burkina Faso ont signé des tas d'accords de l'ONU et autres qui font qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas exactement appliquer ça, par exemple. Donc, il faut adapter en fonction de l'environnement. Il faut analyser l'environnement avec la pensée de Thomas Sankara et établir maintenant la stratégie. Voilà.
Alors, je n'ai plus l'exemple de la Corée. En son temps, c'était aussi difficile de diversifier ou d'aller avec certains partenaires? Non, nous avions fait le choix d'aller sur le plan militaire avec 2 pays essentiellement. Okay. C'était la Corée du Nord, et vous savez, ils ont entraîné les commandos, et puis certaines installations de fortification et tout, c'était avec eux, ils en ont l'expérience, et puis c'est pas un pays qui a un passé colonial, qui peut venir nous dominer, ils sont très loin là-bas, et c'est vraiment déjà... Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Kim Il-sung, le grand-père de celui qui est là. Nous avions aussi une coopération avec Cuba, par exemple, une bonne partie de la garde présidentielle a été formée à Cuba. Cuba n'est pas un pays qui cherche à dominer le Burkina Faso. Donc du coup, vous voyez. Mais par contre, par exemple, nous avions refusé à Mohamed Kadhafi la possibilité de mettre une partie de la Légion islamique au Burkina, parce que nous le suspections d'être capables de les lancer dans un pays voisin sans même notre autorisation. Vous voyez. Donc, il faut analyser et arriver à faire l'équilibre de manière à ce que l'intérêt national, la souveraineté nationale soit respectée. Et ça change, ça varie. C'est pas exactement les mêmes choses. Aujourd'hui, il faut refaire une analyse de la situation avec l'éclairage de la pensée sankariste et définir quelle est la stratégie. Et d'ailleurs, dans l'armée, généralement, nous disons que la stratégie, c'est l'adaptation qui se décline à partir du darwinisme en tant que telle, la théorie de l'adaptation, et que vous entendez mes camarades militaires résumer en disant c'est le terrain qui commande la manœuvre. Vous voyez, en fait, la stratégie, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter. La stratégie, c'est donc l'adaptation. Il faut s'adapter. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Watt FM que nous parlons du 35e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons comme invité M. Pierre Ouedraogo, le colonel à la retraite, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Oui, juge Bougma. Alors, vous avez effectivement transmis le flambeau au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, symboliquement, c'est un flambeau qui a été transmis à la jeunesse. Autrement dit, vous vous retirez. Quand je parle de retrait, je parle du retrait symbolique de cette classe qu'on appelle la classe 83. Bon, bien avant, mais bon, la référence, c'est la classe, on dit 83. Voilà, toutes ces anciennes et anciens de la scène politique burkinabé qui ont formé des jeunes, qui ont contribué à ceci ou à cela, et des jeunes également qui bousculent, qui disent, bon, il faut que les vieux là aillent se reposer. Je veux savoir, au-delà de ce matériel physique qui a été remis, quel est le sens derrière? Je voudrais juste, avant de répondre, vous rappeler que dans l'architecture des organisations de la Révolution, on avait ce qu'on appelait l'Union des anciens de Burkina. Oui. Donc on a souligné l'importance des anciens dedans. Mais du point de vue des opérations, de l'action, il faut que la jeunesse monte à l'assaut. Il faut qu'elle fasse son expérience. En transmettant ce flambeau, on ne leur dit pas de faire la révolution démocratique telle qu'elle s'est passée sous notre époque. À cause de ce que je vous ai dit, il faut s'adapter. On ne peut pas refaire exactement la même chose. Ce n'est pas possible. Dans l'histoire, rien ne se répète de la même façon. Si vous essayez de répéter, c'est toujours des échecs. Parce que ceux qui ont fait, ils ont réfléchi avec les contraintes de leur époque, avec leur environnement, pour définir ce qui était le meilleur pour leur peuple en ce moment. On ne peut pas faire de paresse intellectuelle. Mais par contre, les principes de patriotisme, d'intégrité, d'amour de la patrie, d'amour du peuple, ça, c'est des constantes. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? C'est fonction de l'environnement. Vous parliez de Kagame, par exemple. Kagame, il applique Thomas Sankara. Mais si on ne vous le dit pas, vous ne savez pas. Parce qu'il a sa façon de faire, de l'appliquer, qui convient à l'environnement rwandais et à l'environnement international actuel. Vous voyez? Donc, la paresse intellectuelle, c'est le plus grand danger pour les patriotes. Les patriotes doivent avoir les principes et à partir de ces principes, analyser l'environnement et adapter pour trouver les solutions qui sont
actuellement les meilleurs pour les intérêts nationaux du Burkina Faso. Et ces intérêts nationaux, fort heureusement, ont été repris dans un document qui s'appelle la politique de sécurité nationale. J'ai participé à ces travaux qui ont été extrêmement inclusifs et qui posent les bases pour la première fois dans notre pays de cela. Cela s'est fait sous l'année dernière. Et ça devait être adopté par l'Assemblée, etc. Il y a déjà les pistes qui permettent que, quel que soit ce qui arrive, on sait quels sont nos intérêts nationaux. C'est ça qui fait que quand les gouvernements changent au niveau des pays occidentaux, nous on applaudit ici, mais en réalité rien ne change par rapport à nous parce qu'ils suivent leurs intérêts nationaux. Et même s'ils ne le disent pas, c'est leur intérêt national qu'ils suivent. Et nous aussi on doit avoir cette maturité d'avoir nos intérêts nationaux clairement définis. Maintenant, le reste, on adapte la stratégie en fonction des circonstances qu'il y a. Vous n'avez pas encore répondu à la question du juge. Que deviennent les anciens dans le format actuel et dans la transmission de pouvoir à la jeunesse? Je croyais que je l'avais dit, mais bon, on a commencé avec la découverte. La RDP, où tous les anciens peuvent venir et être interrogés par la jeunesse directement. Parce que la jeunesse ne connaît pas certains. Nous les connaissons. Nous savons où ils sont, nous mettons le contact et ces rencontres-là sont filmées et seront disponibles pour que dans 10, dans 20, dans 50 ans, quand ces anciens ne seront pas là, ce sera toujours disponible pour que les gens puissent les utiliser. Et puis, bon, bien sûr, quand on a parlé de flambeau et tout, j'ai dit aux jeunes, attention, hein, on ne va pas mourir demain. Donc on est encore là avec vous, on va vous embêter. Ce n'est pas que j'ai mis on va vous embêter encore pendant quelques années. On reste toujours disponible. Par exemple, vous voyez la nouvelle équipe qui est là avec le capitaine Ibrahim Traoré. S'ils veulent qu'on réfléchisse, qu'on leur apporte des éléments, on va le faire parce que la patrie est en danger. On ne va pas hésiter un seul instant à le faire. Mais parce que physiquement, nous ne sommes pas capables, enfin, en particulier les militaires qui étaient membres du Conseil national de la Révolution, d'aller ramper et conduire les unités sur le terrain. Mais on a quand même les cerveaux qui, la plupart du temps, ne sont pas encore tout à fait dégénérés, donc qui peuvent être utiles. Oui, juge Farah. Moi, je vais revenir sur un autre point. Vous avez dit, c'est vrai que c'est quand même une leçon. Pouvoir juger ça longtemps après, et puis qu'on ait un verdict comme on l'a eu, avec désigner ceux qui sont les instigateurs de la mort de Sankara. Mais on écoutait aussi la sortie de la veuve Sankara qui disait, attention, n'oublions pas, il y a aussi le relais international de la chose qu'il faut regarder. Quels sont vos espoirs par rapport à ça? Parce que c'est un peu plus complexe. Bon, par rapport à ce niveau, c'est un problème juridique avec ses aspects techniques que nous ne maîtrisons pas, mais la justice militaire a préféré séparer les deux. D'accord. Je pense que techniquement, ils ont eu raison de le faire. Ce que nous avons demandé le 15 octobre, c'est que l'État du Burkina donne les moyens à la justice militaire pour continuer le travail dans ce volet international. Parce que quand vous dites volet international, il va y avoir des commissions rogatoires, des déplacements, enfin des recherches d'archives dans certains pays et tout. Ça a un certain coût, certainement plus élevé que les coûts que nécessite un projet qui est national pour lequel on peut prendre un véhicule et puis aller quelque part. Par exemple, peut-être que dans le volet international, il sera nécessaire qu'ils aillent, par exemple, en France, en Côte d'Ivoire. Il sera peut-être nécessaire qu'ils aillent même à Washington, parce que vous savez que pratiquement tout ce qui concerne nos différents pays avec les informations sont à la Library of Congress à Washington, là où vous pourrez trouver facilement même nos discours et tout, etc. Donc, s'ils ont besoin d'éléments de ce type, il faut qu'ils aient le moyen de pouvoir le faire. Et si on ne leur donne pas les moyens, eh bien, ça ne va jamais arriver. Donc, c'est le point donc, sur lequel nous avons insisté. Donner les moyens
à la justice militaire, ce qui leur donne une obligation de résultat. Il y a des moyens, mais il y a aussi que certains pays devraient être enclins ou accepter à donner un certain nombre d'éléments. À un moment donné, il y avait la France qui était centrale. On a parlé de déclassification de dossiers. Bon, après, quand on a entendu, c'est pas grand-chose qu'on a reçu. Hein. Est-ce que ça ne complexifie pas les choses? Bon, justement, si il y a des éléments qui manquent à nos juges et qu'ils peuvent aller voir ce qu'il faut voir en France, et suite aux engagements pris par le président Macron à Ouagadougou dès qu'il a commencé son premier mandat, peut-être que des choses peuvent avancer aussi. Mais s'ils n'ont pas les moyens, eh bien ça va rester en l'état. C'est pour cela qu'il est très important. Bien sûr, l'État doit faciliter. Quand le juge doit partir, tout le ministère de la Justice a probablement écrit pour dire, bon, il y a telle partie là qui nous intéresse. Nous pensons qu'il faut qu'on ait accès à ça. Vous voyez. Donc, c'est des démarches complémentaires. Et le fait de demander à l'État de donner les moyens, il ne peut pas donner les moyens pour demander de faire et ne pas faire ce qu'il faut faire auprès des autres gouvernements pour que nos juges puissent avoir accès aux sources qui sont nécessaires pour établir la vérité. Parce qu'il est très important que notre peuple sache que Thomas Sankara a été physiquement tué par des Burkinabés. Mais cette équipe n'aurait jamais assassiné peut-être Thomas Sankara sans les appuis internationaux, etc. Tout, vous voyez. Et donc, il faut que cette partie-là, la lumière soit faite pour que chacun comprenne exactement ce qui s'est passé. Actuellement, bon, le reste, on est là, on sait qui est venu tirer, à quel moment, sorti de quel véhicule, etc. Ça, c'est précis. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Qui a facilité? Quel a été le rôle de certains acteurs au niveau de la France ou d'ailleurs qui ont vraiment favorisé cet assassinat? Oui, juge Bougma. Alors, vous aviez évoqué d'ailleurs dans une de vos réponses les partenaires. Alors aujourd'hui, le contexte international, il est différent. Parce qu'en son temps, il y avait la guerre froide où rapidement, on peut aller à gauche ou on peut aller à droite. Alors, on a un monde qui semble être unipolaire, même si dans les faits, ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a eu sa façon de faire. Donc, on est beaucoup plus dans un système, je dirais bien, de pensée unique. Donc, où, même parmi ceux qui font les coups d'État, il y a des bons putschistes et il y a des pas bons putschistes. L'actualité récente nous le prouve. Maintenant, ici, comment est-ce qu'on choisit des partenaires à nous, en tenant compte effectivement du contexte international, comme vous l'avez dit, mais qui privilégient nos intérêts sans le dictat d'une quelconque puissance? Je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi, le choix des partenaires, il est secondaire. Okay. Ce qui est le plus important, c'est définir notre vision, notre stratégie. C'est les besoins de la stratégie qu'on va rechercher avec les partenaires. Ce n'est pas l'inverse. Oui, moi, je ne dis pas l'inverse. Okay. Au moment où on a tout calé, il faut maintenant aller les chercher. À partir du moment où vous avez une stratégie arrêtée, vous savez quels sont vos besoins. Et en ce moment, maintenant, vous avez la liste des pays qui peuvent vous le fournir. Vous rentrez dans une autre démarche diplomatique, mais précise. Je prends un exemple. Actuellement, nous avons des hélicoptères russes. Certains hélicoptères sont français. Si vous faites votre stratégie et que cette composante doit appuyer des unités mobiles sur le terrain, ça veut dire qu'il faut une haute disponibilité à leur niveau. Et en ce moment, vous comprenez que la conséquence, c'est que vous devez pouvoir faire la maintenance régulière de ces appareils, faire les maintenances exceptionnelles, les grandes révisions aussi et tout. En fonction de ça, vous savez très bien quels sont les partenaires que vous devez avoir. Quels sont ceux qui savent maintenir ces hélicoptères à travers le monde. C'est forcément les pays de l'ex-pacte de Varsovie. Dedans, vous avez la Russie et d'autres pays. Et à partir de ça, vous déterminez ce que vous avez besoin. Par exemple, je prends toujours l'armée de l'air, parce que moi, je suis de l'armée de l'air. Vous avez besoin de pilotes. Vous n'avez pas assez de pilotes. Il faut regarder où c'est qu'on peut les former. À partir de ce moment, vous avez vos partenaires. Historiquement, on a eu des formations de pilotes au Maroc, en Algérie, etc. Moi-même, j'ai été formé en Algérie par des officiers russes, en partie.
En ce moment, vous avez une démarche maintenant, par exemple, en direction de l'Algérie pour dire notre besoin, c'est 50 pilotes d'hélicoptères de tel type. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et à partir de ce moment, le partenariat se définit. Sinon, si vous allez avec une approche de partenariat global comme ça, flou, il est certain que vous allez totalement rater. Je donne encore un exemple. Il y a certains types d'armes qui correspondent plus à notre situation ici que d'autres. Par exemple, les meilleurs armements vraiment éprouvés, testés contre les engins improvisés, parmi les meilleurs, c'est les Sud-Africains. Parce qu'ils ont eu des passés avec des formes de guérilla et rien ne vous empêche en ce moment d'avoir un partenariat avec eux qui peut être acheté, former les mécaniciens pour pouvoir le faire et pourquoi pas former des gens qui sont capables de modifier peut-être des véhicules qui ne sont pas de ce type et qui pourraient très bien avoir cette résistance. Vous voyez, donc c'est fonction de la stratégie. Et si votre stratégie prévoit que vous devez avoir par exemple des unités mobiles de tel type, il y a des conséquences en même temps. Vous voyez, si on décide d'aller par exemple en disant que bon, désormais les convois et autres doivent être escortés par exemple par des essaims de drones, automatiquement ça vous indique vers où vous devez aller pour le partenariat. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Burkina Faso, c'est qu'actuellement, nous avons des accords militaires, ou en tout cas des relations avec l'ensemble des pays qui peuvent fournir l'ensemble des éléments qu'il y a. Il s'agit maintenant de savoir qu'est-ce qu'on veut et dans quel contexte. Très précis. Lorsqu'on vient vous voir, c'est pas pour dire « Ah, bon, c'est vous qui êtes avec nous, venez tuer tous nos terroristes ». Non, c'est pas ça. Les terroristes, c'est nous qui allons nous en occuper. Mais maintenant, pour nous en occuper, nous avons besoin de formation, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin. Et vous, on vous demande, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? Voyez. C'est pour cela que je dis que c'est l'intérêt national, la vision, et puis la stratégie. À partir de ce moment maintenant, les partenariats découlent immédiatement. Voyez. En ce moment, les partenariats découlent immédiatement. C'est intéressant ce que vous dites parce que justement sur le terrain, on n'arrive pas à voir se dessiner toute cette dynamique dans la lutte contre le terrorisme. Je vois que Juge Vara voulait vous poser une question rapide. C'est sur le sujet? Oui, c'est sur le sujet. Quand on regarde, est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que on ne comprend pas tous les enjeux? Quand je vous écoute, parce qu'on a une rue qui dit bon, allons vers la Russie, alors qu'on a déjà un partenariat avec la Russie. On ne sait pas si c'est allons vers Wagner, qui est un type de basculement aussi qui vous empêche d'autres types de relations avec certains pays. Est-ce que, quand vous regardez le débat comme il est mené sur la scène aujourd'hui, on a des gens qui maîtrisent vraiment les enjeux? Je ne parle pas de ceux qui décident, mais c'est ceux qui mettent la pression aujourd'hui. Ouais, bon, en tout cas, je regarde avec beaucoup d'intérêt ces pressions qui sont exercées, qui montrent bien que le patriotisme est vivant au Burkina Faso et qu'il y a la liberté d'expression. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais il est important qu'on fasse confiance au chef de l'État, chef suprême des armées, pour engager la méthodologie qui va permettre qu'on n'aille pas en désordre dans cette situation. Comme je vous dis, il faut une stratégie qui permet de définir exactement ce dont on a besoin. Et je vais vous donner un exemple, bon, ce n'est plus classé secret. Quand nous sommes arrivés, nous avons reçu beaucoup d'armements de la Libye. Ça pose un problème avec les États-Unis. Sankara les a envoyés vers moi pour discuter. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à retourner tous les armements libyens si vous nous fournissez ce qu'il faut. J'ai fait la liste, j'ai envoyé. Tout on est prêt. Et ils nous ont répondu de garder les armements qu'on avait. Et donc, je suis allé dire à Sankara, j'ai dit, ils nous ont dit, il dit, ah bon? J'ai dit, ouais, je leur ai dit, voilà la liste. Fournissez ça, parce que nous, on ne va pas prendre l'argent qui est destiné pour acheter la Nivaquine, pour soigner les femmes en grossesse. On ne va pas prendre l'argent qui est destiné à faire les routes et tout ça là pour aller acheter des fusils, alors qu'on peut les avoir cadeaux.
Je dis, nous, on ne fait pas ça. C'est d'abord ça notre principe. Donc, il y a une vision nationale qui est claire par rapport à ça. Si vous ne voulez pas qu'on prenne avec ceux-là, eh bien, donnez-nous. On n'a pas de problème. Eh bien, ils ont dit, gardez vos armes. Bon, puis c'est fini. Puis c'était terminé. C'est pour cela que je vous dis, il est important de définir la vision. Vous voyez, le CNR, quand il est arrivé, il a réduit d'abord les effectifs des forces de défense. Et beaucoup des armes, on les a eues gratuitement. Parce qu'on voulait utiliser l'argent pour faire les investissements en faveur du développement. Et on n'avait pas les mines d'or et tout ça à l'époque. Il y avait Pourra qui était presque en fin, mais il n'y avait pas cette opulence actuelle. Donc il fallait compter tous les sous au bout. Et on a dit non, nous sommes des militaires, mais notre priorité n'est pas d'acheter des fusils. On ne veut pas faire ça. Par exemple, si vous regardez par exemple au niveau de la stratégie aérienne que je maîtrise un peu mieux, on a fait le choix des CI Marquetti. C'est des avions avec des moteurs à piston, à hélice, anti-guérilla, qui consomment peu et qui nécessitent peu de maintenance parce que tout simplement on n'a pas d'argent. Et on a cherché ce qui était efficace sans mettre trop d'argent et qu'on était capable de maintenir. Vous voyez? Donc, pour vous dire, c'est la vision et la stratégie qui déterminent les actions. Si vous commencez à jeter des partenariats à gauche et à droite alors que vous n'avez pas quelque chose de cohérent, vous pouvez rentrer soit sous une nouvelle forme de dépendance ou dans la désillusion. Quand vous regardez, les armées occidentales ont été battues sur tous les champs de bataille par les ennemis qui sont chez nous ici. Al-Qaïda, Daesh et autres, ils ont eu des difficultés. Vous avez vu en Afghanistan, il y a eu d'abord les Russes qui ont été chassés par Al-Qaïda qui correspond ici au Jénin. Toute cette expérience est là encore contre notre armée. Vous avez Daesh, etc. Tout ça, ces armées-là suréquipées, vraiment au top, n'ont pas réussi là-bas. Même si nous les appelons, ils vont se battre peut-être 5-10 ans et puis ils vont partir nous laisser. Il est important de partir de notre stratégie, bâtir notre architecture de défense, prendre ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire l'expertise, la formation, les matériels, les méthodologies, etc. On apprend et on densifie notre système de défense. Et en ce moment maintenant, nous devenons un pays qui fait de la dissuasion. Parce que quand vous savez que quelqu'un a tout ça, vous ne pensez même pas à l'attaquer. Parce que les gens ont pensé à nous attaquer en 2016 parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient nous gagner. Sous la révolution, personne n'aurait osé lancer une guérilla contre le Burkina Faso. Ce n'est pas parce qu'on était forcément fort, mais l'impression qu'on donnait aux gens était que si tu rentres ici, c'est forcément ton tombeau. Parce que ces gens-là, ils sont tellement mobilisés et disciplinés. Et je vous rappelle qu'il y avait des milliers d'armes avec les CDR. Mais vous n'avez pas entendu dans les dossiers de machin qu'il y a eu des massacres communautaires ou autres, etc. Parce qu'il y avait une discipline qui permettait de faire ça. Et avec cette discipline, si tu lances une anti-guérilla, quelle que soit l'armée du monde, même la plus puissante qui venait, elle allait être défaite tôt ou tard. Vous voyez? Ça veut dire que quand même qu'il y a eu une vision et que vous pensez, malheureusement on est en fin d'émission, que l'expérience de la révolution doit servir aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. On n'a malheureusement pas pu parler des victimes du sankarisme parce qu'ils existent aussi et eux aussi ils ont monté ils ont élevé la voix à l'occasion de chaque anniversaire. Il y a aussi ces victimes-là dont il faut se souvenir. Je n'ai pas pu vous demander justement ce que vous dites à ces victimes aujourd'hui. On est malheureusement en fin d'émission. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Le tribunal de l'actualité, c'est fini malheureusement. Déjà, rapidement, pour cette deuxième audience de la semaine. On a parlé aujourd'hui de l'assassinat de Thomas Sankara avec les éclairages de Pierre Ouédraogo, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Merci d'avoir honoré notre convocation. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes en tout cas disponibles, mais il y a des questions que vous avez soulevées qui font l'objet de réflexion aussi au niveau du mémorial, notamment cette question des victimes, de ce qui s'est passé. Ça fait partie de notre agenda d'amener la lumière sur tout ça.
Mais ce que nous pouvons dire déjà au peuple du Burkina Faso, c'est que Thomas Sankara était respectueux de la vie humaine et ne voulait que personne soit tué. Mais on aura l'occasion, quand on va revenir, pour que je donne les détails sur ce qu'il y a, parce que j'ai été un témoin à côté de lui avant la révolution et après. Et je vous l'affirme haut et clair, tous ceux qui sont dans l'idéal de Sankara, de savoir que Sankara n'a jamais ordonné d'assassiner quelqu'un ou etc. C'était pas du tout sa méthode. On aura donc une autre émission sur la question. Merci au juge, merci Bernard Bougman, merci à Geoffroy Vara, merci aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Aimé Zoundi à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio. Et merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas, le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.